Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, vous pouvez juste activer rapidement votre micro et puis me dire que tout se passe bien. Sinon, je pense que normalement, c'est le cas. Ça va. Ça marche de mon côté. Bon, très bien. Bonjour. Bonjour, donc Conduc Femme de l'Université de Pau. Bienvenue à tous. Donc, merci de participer à ce webinaire pendant cette période un petit peu difficile pour tous. J'espère que, en tout cas, vous et vos familles vont tous bien. Donc, on avait envie, pendant cette période un peu où tout le monde a peut-être un petit peu plus de temps, on avait envie de proposer un webinaire sur l'Internet des objets. Donc, comprendre un petit peu mieux l'Internet des objets, son architecture et son écosystème. Donc, on va commencer par des choses relativement simples, mais en fait, j'ai vraiment envie d'aller au-delà de ce que beaucoup de présentations introductives à l'Internet des objets présentent, qui restent relativement superficielles dans les concepts. Je crois que beaucoup de personnes ici ont entendu parler de l'Internet des objets. De par le nom, hein, Internet des objets, on comprend à peu près que ce sont des objets qui vont communiquer via Internet. Alors, voilà. Donc, on va parler d'Internet des objets, mais de manière un petit peu plus détaillée pour que vous puissiez mieux comprendre quels sont les défis et les problèmes qui peuvent se poser dans ce domaine. Alors, ce que je propose aussi, c'est que si jamais vous avez une question parce que vous n'avez vraiment pas compris quelque chose, parce que quelque chose n'est pas clair, je vous propose que vous puissiez poser votre question. Donc, vous activez votre microphone et puis comme ça, tout le monde pourra entendre et à ce moment-là, soit effectivement je réponds à la question, soit je vous dis que j'en parlerai un peu plus tard, soit je relaye ça à la fin de la présentation, mais vous pouvez m'interrompre au cours de la présentation. Alors, les transparents sont en anglais, moi je vais parler en français. Les transparents, vous avez vu le lien, les transparents sont disponibles. Je veux juste préciser que les transparents font partie d'un cours d'un cours qui est en ligne, qui est disponible sur ce site web. Il y a tout un curriculum avec beaucoup de cours sur l'Internet. Ici, on va regarder justement ce cours qui fait partie de ce qu'on appelle les fondamentaux sur l'Internet des objets, sur l'architecture et sur son écosystème. Voilà, donc on va rentrer un petit peu dans la présentation maintenant. Et la première chose que l'on peut montrer déjà, c'est que si on cherche sur Internet, sur Google par exemple, Internet des objets ou en anglais Internet of Things, on va effectivement voir des objets qui vont être reliés ensemble et qui vont communiquer. Donc c'est l'image que l'on en a. Et bien sûr, ces objets, normalement, ne sont pas des objets qui, normalement, communiquent. Donc, un téléphone ou un smartphone n'appartient pas à peu près au monde de l'Internet des objets, même si on peut s'en servir pour autre chose, pour récupérer ou accéder à des ressources. L'Internet des objets, c'est effectivement l'idée derrière tout ça, c'est de connecter des objets qui n'ont pas, a priori, vocation à communiquer. Donc, ça peut être par exemple des objets de la vie courante, c'est ce qui est le plus souvent utilisé. Dans cet exemple, on a l'Internet des objets qu'on appelle pour le grand public. Donc c'est un domaine dans lequel il y a eu énormément de produits qui ont été proposés. Ici, vous voyez un pèse-personne, par exemple, et on voit que pèse-personne va envoyer des données
qui vont être collectés sur un smartphone. Donc, le smartphone fait partie du thème, mais en lui-même, je ne considère pas ça comme étant un objet qui appartient, enfin, qui est vraiment de l'Internet des objets. Donc, on voit que voilà, l'avantage de ce type d'application, c'est que ces objets de la vie courante eh bien, vont pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Je pense que c'est une propriété qui est fondamentale lorsque l'on parle d'Internet des objets par rapport à d'autres types de communication. C'est que ces objets, en fait, appartiennent à un monde physique, appartiennent à la vie courante, appartient à l'application. Ça peut être l'agriculture, ça peut être l'aquaculture, ça peut être la logistique, ça peut être bien sûr la domotique. Ici, on a quelques exemples. On a un capteur de température, on a une poubelle connectée, là on a un smartphone avec du GPS, et puis là on a un ballon de basket qui aussi est connecté. Alors, ces objets, de par leur conception, vont interagir différemment avec le monde physique. Là, le thermomètre, eh bien, il va bien falloir avoir des capteurs de température. Donc, c'est l'idée qu'il faut associer derrière l'Internet des objets, c'est qu'il y a des capteurs physiques qui vont capturer des constantes du monde physique, donc ici la température, et qui vont permettre à ces objets de communiquer ces constantes qui sont mesurées. Donc là, pour le thermomètre, bon, c'est relativement simple. Là, on peut avoir un affichage, on peut éventuellement considérer qu'on peut envoyer ces données et les enregistrer quelque part. Ici, par exemple, pour la poubelle connectée, l'idée, c'est de dire est-ce qu'on est capable de savoir, en mesurant la distance entre le couvercle et le fond de la poubelle, qui va se remplir au fur et à mesure, est-ce qu'on est capable de déterminer le taux de remplissage de la poubelle. Donc, si on est capable de faire ça, eh bien, vous imaginez bien qu'on peut optimiser le ramassage des poubelles. Ça ne sert à rien de faire passer un camion poubelle si la poubelle est à moitié vide. Donc, derrière tout ça, encore une fois, là, on a un capteur basé sur les ultrasons qui permet de calculer cette distance entre le haut et le fond de la poubelle. Ensuite, si on prend le GPS du smartphone, on a aussi un capteur. Donc, le GPS peut être considéré comme un capteur. Dans le cas du ballon basket, c'est un capteur un peu, c'est ce qu'on appelle un accéléromètre. 3 axes, que là, on peut faire du X, Y, Z. C'est quelque chose que vous avez couramment l'habitude d'utiliser sans même vous en apercevoir. Par exemple, c'est présent dans la plupart des smartphones et des tablettes. C'est ce qui permet de savoir dans quel sens on tourne le smartphone ou si on utilise le smartphone comme une manette de jeu, par exemple, si on l'incline, si on la fait bouger, c'est ce qui permet de détecter les mouvements. Donc, tout ça pour bien fixer le contexte de l'Internet des objets. Ce sont des objets qui vont interagir avec le monde physique. Alors, lorsque l'on parle d'interaction, on peut avoir des interactions qui soient locales. Ici, par exemple, dans le cas du PS-Personne et du smartphone, on voit technologies radio qui sont à connaître, comme vous savez que cette technologie radio qui est très on s'en sert pour connecter des claviers, des souris, des enceintes. Donc, dans la perception de la plupart des usagers, on sait ce que c'est que le Bluetooth. Donc ici, effectivement, on peut considérer que le PS-Personne interagit directement en Bluetooth avec le smartphone et que les données soient stockées, visualisées sur le smartphone. Alors, bien sûr, c'est tout à fait réalisable, mais on voit aussi que si on va plus loin, si tous ces objets qui existent vont envoyer les données sur des clouds qui appartiennent à l'Internet, eh bien, on peut imaginer que ces différentes données eh bien, vont être accessibles pour le plus grand nombre.
Et c'est ça qui peut être la valeur ajoutée de l'Internet des objets, c'est de pouvoir envoyer des données, pouvoir disposer des données à partir de l'Internet. Donc, pour aller plus loin, effectivement, on peut considérer que l'Internet des objets peut utiliser des clouds. Est-ce que vous pouvez couper votre microphone parce qu'on a quelques petits retours là qui gênent un peu. Si jamais vous voulez poser des questions, vous activez, mais si possible, que vous coupiez votre téléphone pour ne pas gêner la diffusion. Alors, donc, tous ces objets, bien sûr, vont générer beaucoup de données. C'est comment dire, une des propriétés ou une des facettes importantes des objets. Et on peut déjà estimer on va dire un schéma relativement simple d'une architecture Internet des objets basée sur ce que l'on vient de dire. Donc, sur ce schéma relativement général, on peut dire qu'à un moment donné, on a des objets, d'accord, qui ont la capacité d'avoir une communication avec une passerelle. Donc, cette passerelle-là, la communication, on peut la représenter avec un Wi-Fi. On peut dire que éventuellement la boîte DSL chez vous peut agir de passerelle, hein, ce qu'on appelle une gateway. Donc, ces objets sont connectés en Wi-Fi via la passerelle et la passerelle est connectée à Internet et ensuite eh bien, va envoyer les données vers des clouds. Alors ici, j'ai représenté des clouds relativement connus du grand public, Dropbox, Google Drive. J'ai également représenté des réseaux sociaux. On peut éventuellement envisager qu'on accède à ces données à travers Internet en utilisant des smartphones et des tablettes. Donc, voilà un petit peu pour situer rapidement ce que l'on appelle Internet des objets. Donc, ici, les éléments qui sont importants que je souhaite rappeler à tout le monde, ce sont les objets eux-mêmes, d'accord, qui vont mesurer et interagir avec le monde physique. Ce qu'on appelle une passerelle, une gateway. Alors, moi, j'utiliserai souvent le terme de passerelle ou de gateway de manière interchangeable. C'est vrai que passerelle, c'est en français, gateway, c'est en anglais, mais on a un peu l'habitude de les mélanger. Donc, on considère que la passerelle, c'est un petit peu l'accès vers Internet de ces objets. Voilà à peu près l'architecture la plus simplifiée possible de l'Internet des objets. Alors ensuite, dans le transparent précédent, enfin, celui-ci, j'ai présenté des clouds, des clouds qui sont des clouds du grand public, des clouds qui sont généraux. Il existe des clouds qui soient dédiés à l'Internet des objets. Un des avantages de ces clouds dédiés, c'est qu'ils offrent des outils qui sont adaptés justement à ce que ces objets vont envoyer. Les clouds qu'on utilise, nous, en tant qu'êtres humains, Google Drive ou Dropbox, c'est fait pour une interaction humaine. Ici, si vous considérez un objet comme le thermomètre connecté que l'on a vu tout à l'heure, ce qu'on va envoyer toutes les 10 minutes, par exemple, c'est une température. Et nous, ce qui nous intéresse éventuellement, c'est de voir comment évolue sur un graphique, avec des graphiques plus avancés, avec une analyse plus fine, avec éventuellement un calcul de la moyenne, comme c'est fait ici, par exemple. Donc, ces clouds qui sont plus spécifiquement dédiés à l'Internet des objets offrent effectivement des fonctionnalités qui permettent de visualiser, d'analyser les données de manière beaucoup plus adaptée à ce que ces objets vont réaliser. Comme vous le voyez, il y a quand même des clouds qui sont, il y a quand même pas mal de clouds qui existent. Vous en connaissez
certains sans doute. ThingSpeak est très connu, par exemple, Sensor Cloud également. Certains sont grand public et puis d'autres sont plus axés professionnels. GrooveStream, par exemple, est plus axé professionnel. Alors, une fois que l'on a dit tout ça, on peut voir le schéma, en tout cas l'objectif principal de l'Internet des objets, qui peut être appliqué à pas mal de domaines. On voit que c'est pour construire un système où on va être capable de mesurer, surveiller, ensuite éventuellement d'analyser et d'optimiser, et puis éventuellement de contrôler. Donc on voit dans le graphique ici, c'est qu'au plus bas de l'application, eh bien, on a ces fameux capteurs déployés, qui peuvent être mis dans des applications, par exemple pour l'irrigation, pour la surveillance du bétail, l'aquaculture, la logistique, le transport, etc., etc. Et le but, c'est de pouvoir remonter des informations. Donc, c'est la flèche qui va vers le haut ici, vers des clouds, par exemple. Et ici, on pourrait avoir un système qui va nous permettre d'analyser les données et, si possible, d'optimiser un certain nombre de processus et ensuite d'avoir cette flèche de retour. Alors, cette flèche de retour, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre aux objets eux-mêmes d'agir sur l'environnement. Alors, je prends un exemple. Supposez que vous mettiez un objet qui permet de mesurer le taux d'humidité dans le sol pour du maïs, une plantation de maïs. Eh bien, on va remonter le taux d'humidité dans le sol. Ici, la partie contrôle va dire, bon, ça c'est du maïs, la terre est une terre de type sableuse, et on est en train de planter ça, par exemple, au Maroc ou ailleurs, dans une région plutôt sèche. Eh bien, on va pouvoir éventuellement ici agir sur des pompes qui vont nous permettre d'optimiser l'irrigation. Donc voilà un petit peu un exemple classique que l'on fait en agriculture. Donc, c'est un marché qui est très prometteur. Il faut quand même considérer que c'est un marché qui est déjà assez mature. Quand vous regardez le transparent ici, là, que je vous ai mis, vous voyez tous ces objets. Ce sont quand même des objets qui sont bien faits, qui sont très intégrés, qui sont déjà vendus depuis plusieurs années et dans lesquels il y a déjà un usage courant dans certaines applications. Donc, on peut considérer que l'Internet des objets est encore une technologie émergente, mais elle n'est pas si émergente que ça dans le sens où il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour l'innovation. On va voir que dans ces textes, l'innovation, elle est toujours possible. Mais il faut quand même partir du fait que c'est quand même un écosystème qui est quand même relativement bien mature. On parle beaucoup aussi d'Internet des objets pour le développement. Alors pour le développement, pour les pays en voie de développement ou pour des applications liées au développement. Au développement dans le sens bon pour l'humain, bon pour la société, bon pour la planète. Donc bien sûr, on a tout un panel d'applications qui peut être liées à l'environnement, aux activités humaines comme l'irrigation, l'élevage, l'aquaculture, etc. Donc tout ça, effectivement, ce sont des domaines dans lesquels l'Internet des objets va pouvoir s'appliquer relativement bien. Alors, l'agriculture, parce que c'est un domaine où, encore une fois, l'agriculture de précision, l'agriculture connectée, ça fait 25 ans au moins qu'on en parle. Il y a énormément de produits, on le voit aussi, on voit bien que l'écosystème il est riche. On n'arrive pas dans un terrain qui est complètement vierge. On voit qu'il y a énormément de produits qui est fait aussi, mais on voit que la plupart de ces produits restent quand même très très chers. Donc peut-être que l'innovation telle qu'on peut la voir dans l'Internet des objets, c'est sans doute une démocratisation de ces objets, faire en sorte d'avoir
connectés beaucoup moins cher, plus accessible au grand public. On parle d'agriculture, peut-être plus accessible aux petites exploitations. On sait que les grandes exploitations, elles sont déjà équipées, mais les petites exploitations familiales, eh bien, il est clair que le facteur prix est encore limitatif et c'est peut-être là qu'il y a beaucoup d'innovations encore possibles. Alors, maintenant, c'était une petite introduction sur le contexte général et surtout pour présenter qu'est-ce que c'est que l'Internet des objets. Juste une petite parenthèse. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui, on vous entend. Alors, seulement, j'ai une petite observation sur l'écran. Je ne sais pas si c'est mon écran. Il y a c'est comme s'il y a une tache rouge. Je ne sais pas si c'est une tache ou bien une écriture rouge. C'est comme si c'est le stylo qui l'a dessiné. Je ne sais pas si c'est sur mon écran ou pas. Je ne sais pas si les autres peuvent confirmer. Alors, oui, effectivement, j'ai vu ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû faire une adaptation. Je vais voir si je vais pouvoir effacer. Peut-être Voilà. qu'il y a une gomme qui existe. Voilà, il doit y avoir Ça une y est, gomme. Voilà. Ça y est, j'ai effacé. Maintenant, c'est bon maintenant. Bon, impeccable. On attendait que vous nous donniez l'opportunité de parler. Très bien. Mais moi, j'avais peur de faire une fausse manip en effaçant des trucs, mais bon, je pense que c'est bon. Très bien. Vous m'entendez bien? Très bien, donc on va reprendre. Alors, j'aimerais revenir sur ce transparent que j'ai déjà présenté. Ce transparent qui montre qu'on essaie de collecter les données et on essaie d'agir sur elles. Alors, ça paraît très simple. Il faut quand même voir que ce n'est pas forcément quelque chose de facile à faire. D'accord? C'est-à-dire comment rendre ces objets communicants pour pouvoir collecter les données. Alors, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que, bien sûr, vous vous doutez bien que ces objets vont communiquer avec une technologie sans fil. Je pense que tout le monde utilise des technologies sans fil, ne serait-ce que parce que vous utilisez un smartphone. D'accord ? J'aimerais quand même revenir un petit peu très rapidement, sans rentrer dans les détails, mais expliquer comment fonctionne une technologie sans fil. En fait, une technologie sans fil fonctionne avec une antenne en émission et une antenne en réception. D'accord ? Et l'antenne est un conducteur métallique. Alors, une des propriétés fondamentales que l'on exploite, c'est une nuance de courant ou de voltage, une variation de courant ou de voltage, sur un conducteur métallique. Ce conducteur métallique va générer une onde électromagnétique. C'est l'onde en verte ici. Et si on fait varier, par exemple de manière périodique, le voltage ou le courant, alors la variation de l'onde électromagnétique est proportionnelle à la variation du courant. Donc on se retrouve à un thème où, en faisant varier le courant, ici, on transmet une onde électromagnétique qui varie proportionnellement au courant, et en réception, eh bien, l'antenne de réception reçoit l'onde électromagnétique et va générer un courant en retour. Et à chaque fois, on conserve la variation ou la proportionnalité de la variation. Donc, en fait, on s'aperçoit que c'est un système qui est relativement simple pour transmettre des informations de type 0 ou 1. On peut très bien dire qu'un signal qui varie avec une certaine fréquence, c'est un 0, et un signal qui varie avec une certaine autre fréquence différente, c'est un 1. D'accord ? Donc voilà, c'est la base d'une transmission.
Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'une transmission sans fil, débit et à très grande distance, est compliquée. Non, en fait, elle n'est pas du tout compliquée. Pas du tout compliquée et très facilement réalisable. Donc, on peut transmettre très, 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 très loin. Regardez les communications satellites, on transmet quand même très loin. Et on peut avoir des débits très, très grands, de l'ordre de plusieurs dizaines de gigabits par seconde. Je parle bien de gigabits par seconde, avec des liens sans fil sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc, là n'est pas le problème. Le problème que je veux vous montrer, c'est que c'est un compromis entre l'énergie que l'on veut consommer, utiliser, et le débit et la distance que l'on veut couvrir. D'accord ? Donc, si on prend des technologies comme la 2G et la 3G, on voit qu'il faut environ une consommation d'environ 500 mAh ou à 1000 mAh. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que si on a un objet qui va utiliser, par exemple, la 2G, la 3G ou la 4G, prenons l'exemple de la 2G, 500 mAh. Ça veut dire que si on a un objet qui, sur 1 heure, va fonctionner 8 secondes, il se réveille. Il se réveille à un moment donné, 1 fois par heure, pour mesurer la température, par exemple, et l'envoyer. Donc, il va se réveiller 8 secondes et le reste du temps, il est en veille. Donc, il consomme 500 mAh lorsqu'il est actif et il va consommer très peu lorsqu'il est en veille. On peut calculer la consommation moyenne sur 1 heure assez simplement en disant qu'il est actif pendant 8 secondes à 500 mAh, inactif pendant le reste du temps avec un courant de veille assez bas. On divise par 3600 secondes et on a une consommation moyenne sur 1 heure. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre de calculer la durée de vie. Si on prend des batteries, si on prend des batteries, des piles de ce type-là, des piles AA, la capacité est d'environ 2500 mAh. On n'augmente pas la capacité si on augmente le nombre de piles. Si on augmente le nombre de piles, on augmente le voltage, mais on n'augmente pas la capacité. Donc, une pile fait 2500 mAh, mais 1,3 volts. 2 piles fait toujours 2500 mAh de capacité, mais permet d'avoir 3,3 volts, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, si on prend la capacité en milliampères et qu'on divise par la consommation moyenne, on va avoir un nombre d'heures, ce qui se traduit dans ce cas-ci par 93 jours. Alors, 93 jours, ce n'est pas beaucoup. Ça représente 3 mois de fonctionnement. Ça veut dire que si vous dites à vos clients, déploie des objets, mais tous les 3 mois, il va falloir changer les piles. C'est juste pas possible. D'accord ? Pour que ça ait du sens, pour que le client accepte d'investir et de déployer de l'Internet des objets, il faut des durées de vie de 2 ans, 3 ans, voire plus. D'accord ? Donc, c'est ça la difficulté, la vraie difficulté derrière l'Internet des objets. La vraie difficulté, c'est de trouver ce compromis entre durée de fonctionnement de l'ensemble, d'accord, par rapport à la distance que l'on va pouvoir couvrir avec une technologie radio. Alors, si on regarde ce schéma où vous pouvez reconnaître un certain nombre de technologies sans fil. Ici, vous avez la 2G, la 3G, la 4G, donc tout ce qui est cellulaire. Si vous avez le Wi-Fi, si vous avez le Bluetooth ici, que vous connaissez bien. En fait, ces technologies-là sont positionnées selon le débit sur l'axe des X et la distance qu'elles permettent de couvrir sur l'axe des Y. Donc, les technologies cellulaires permettent d'avoir beaucoup de débit à une grande distance. D'accord ? Le Bluetooth permet d'avoir un débit acceptable
à une petite distance. Et on voit qu'on a tout un coin ici où pendant très longtemps, on n'a pas eu grand-chose. Et ce coin-là, en fait, c'est donc des débits très faibles, mais à une très grande distance. Et récemment, eh bien, on a eu des technologies qui sont apparues. Et bien sûr, vous vous doutez bien que ces technologies très bas débit, très longue distance, eh bien, sont typiquement les technologies que l'on cherche à avoir pour l'Internet des objets. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les Low Power Wide Area Network, donc tout ce qui est réseau étendu à faible consommation. Donc, tous les réseaux 5G qui vont apparaître, en tout cas une partie dédiée pour l'Internet des objets, des technologies qu'on appelle NB-IoT, Narrowband IoT, ou des technologies qu'on appelle Sigfox, ou des technologies qu'on appelle LoRa. Donc, je détaillerai quelques-unes de ces technologies, mais voilà un petit peu le positionnement que l'on cherche à avoir dans l'Internet des objets. Si je reprends un thermomètre, qui va envoyer toutes les heures une température, il est clair que là, on n'est pas en train d'essayer de faire un streaming vidéo ou une conversation entre êtres humains. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de débit. Donc, positionné dans un fonctionnement à très haut débit. Mais ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir envoyer ces données le plus loin possible. Bien. Donc, si on utilise ces nouvelles techniques à très bas débit, qu'est-ce que l'on peut espérer? Donc, on peut espérer une consommation entre 18 et 40 milliampères. Donc, je peux essayer de refaire le calcul de tout à l'heure. Si je prends 40 milliampères, je prends la borne haute ici, je prends 40 milliampères. Ici, au lieu de 8 secondes d'activité, je peux descendre à 2 secondes. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de me connecter à un opérateur, je n'ai pas besoin de me connecter à un réseau qui va demander une négociation. Dans tout ce qui est réseau 2G, 3G, 4G, on a besoin de négocier la connexion avec un opérateur. Ici, je n'ai pas besoin, donc je peux réduire le temps pendant lequel je vais rester éveillé. Donc, 2 secondes à 40 milliampères, le reste du temps, je retrouve et si je refais le calcul de tout à l'heure, eh bien, j'ai une consommation maintenant de 10 années. Donc, vous voyez qu'en baissant la consommation de puissance de transmission, ici, on est passé de 3 mois de fonctionnement à presque 10 ans. Alors, bien sûr, les 10 années là, doivent être pris avec précaution. Ça reste théorique. Ça veut dire que les batteries, si on les met à l'extérieur, avec le froid, les cycles de froid, de chaud et tout, elles vont se décharger progressivement et peut-être qu'on aura une autonomie plutôt de 3, 4, 5 ans. Mais on voit que ça n'a rien à voir avec les 3 mois de tout à l'heure lorsque j'essayais d'utiliser une technologie de type 2G. Donc là, j'espère que c'est bien clair pour tout le monde que utiliser la 2G, c'est possible. C'est un réseau qui permet d'envoyer des données relativement loin. Mais ce n'est pas compatible avec des petits objets qui doivent fonctionner sur batterie si on veut une durée de vie qui soit beaucoup plus longue. C'est bien là le cœur du problème. Quelle est la portée que l'on peut espérer avec les nouvelles technologies que je vous ai proposées? Donc Sigfox, LoRa, NB-IoT. On voit que Sigfox est le mieux positionné. On peut avoir jusqu'à 40 mètres en zone rurale, c'est-à-dire des zones moins denses parce qu'il y a moins de bâtiments, il y a moins de béton, moins d'obstacles que dans un milieu urbain. LoRa permet d'avoir 20 km et puis Narrowband IoT permet d'avoir 10 km. Donc, vous voyez que les portées
sont bien plus longues que ce que l'on a en Wi-Fi, que ce que l'on a en Bluetooth, comparables un petit peu à ce que l'on peut avoir dans un réseau cellulaire, mais on voit qu'en ayant ces portées-là, on peut quand même fonctionner sur batterie pendant plusieurs années. Donc c'est là la grande différence par rapport aux techniques cellulaires classiques de type 2G, 3G ou 4G. Alors, quel est le problème majeur? On ne va pas rentrer dans les détails, on ne va pas rentrer dans des calculs compliqués, mais j'aimerais quand même pointer du doigt un point qui est important pour que vous compreniez bien le problème. Donc, lorsqu'on génère une onde radio, il va y avoir une atténuation. Cette atténuation, elle dépend de la distance. Donc, PE, c'est la puissance à laquelle j'envoie. PR, c'est ce que je vais recevoir au bout d'une certaine distance. D'accord ? On voit que D, ici, la distance, est à une puissance négative. Le alpha peut prendre des valeurs entre 2 et 4. Ça veut dire que la puissance que vous allez recevoir par rapport à une puissance que vous avez émise va décroître très rapidement par rapport à la distance. D'accord ? Très rapidement, puisque le facteur ici, il est entre 2 et 4. Donc, ce n'est pas une décroissance linéaire, c'est une décroissance qu'on appelle exponentielle. Ensuite, on a une formule qui peut paraître un petit peu barbare, mais qui est en fait très simple. On peut calculer, pour une antenne idéale, le rapport entre la puissance que l'on émet, PE, et la puissance que l'on va recevoir sur l'autre antenne. D'accord ? Ce rapport PE sur PR. Il est égal à ça. Alors ça, c'est avec la longueur d'onde, et cette version-là, c'est avec la fréquence. On a F sur C2 qui est égal à 1 sur lambda. Avec cette formule relativement simple, d'accord ? Parce qu'il y a, c'est pas des termes très compliqués, même si au départ, ça semble compliqué. On peut voir que le rapport PE sur PR dépend de deux facteurs principaux. La fréquence du signal et la distance. Donc ça, on le savait déjà. Si la distance est grande, on a une forte atténuation. Mais ce que cette équation nous dit aussi, c'est que quand la fréquence du signal est grande, l'atténuation est plus forte aussi. Alors, qu'est-ce qu'on appelle haute fréquence? Eh bien, le Wi-Fi qui fonctionne à 2,4 gigas, c'est déjà des fréquences assez hautes. Ça veut dire que si je veux moins d'atténuation, eh bien, il faut utiliser des fréquences plus basses. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de technologies radio pour l'Internet des objets qui vont effectivement utiliser des fréquences beaucoup plus basses que ce qu'on utilise pour le Bluetooth ou pour le Wi-Fi 2.4. Ça veut dire qu'ici, au lieu de mettre 2.4 gigas, on va pouvoir mettre 800 MHz. Et dans ce cas-là, l'atténuation sera plus faible. D'accord ? Ensuite, une fois qu'on a cette équation-là, on peut essayer de la transformer en calculant ce qu'on appelle l'atténuation en dB. Alors, c'est une échelle logarithmique qui permet justement de représenter des petites valeurs. Alors, l'avantage de passer dans un mode logarithmique, c'est qu'on va pouvoir simplifier l'équation. Donc, par exemple, si je calcule 10 log en base 10 de PE sur PR, je remplace PE sur PR par la valeur ici. D'accord ? Donc, je l'ai là. Le carré, je l'ai mis là, donc ça fait 10 fois 2, c'est égal à 20. Et grâce au calcul logarithmique, je vais pouvoir séparer. Je vais pouvoir dire que c'est 20 log de F plus 20 log de D. J'ai séparé le F et le D. Et le reste, ici, ça représente les 20 log de 4pi sur C. C'est une constante, puisqu'on connaît 4, on connaît pi, on connaît C. Donc voilà une formule qui est extrêmement simple, qui nous dit que l'atténuation, si j'utilise un signal de fréquence F à une certaine distance, je peux la calculer
facilement. À quoi ça va me servir? Ça va me servir à pouvoir calculer ce qu'on appelle le budget d'une liaison sans fil. D'accord? Alors, le budget d'une liaison sans fil, elle se divise en deux choses. Tout ce qui est vert ici, c'est le gain, c'est l'amplification, c'est ce qu'on apporte au système. Tout ce qui est en orange ici, ce sont les pertes ou les atténuations. D'accord? Donc, au départ, on transmet avec une certaine puissance, on va l'amplifier, et puis on va en perdre une partie dans les circuits électroniques. Et on a une grosse partie qui est perdue, c'est l'atténuation lorsque le signal va se propager sur une grande distance. D'accord ? Ensuite, on la récupère sur l'antenne de réception. On va amplifier le signal, c'est pour ça qu'on a un gain ici. On va en perdre une partie dans les circuits. Et à la fin, on a une puissance de réception. Et si cette puissance de réception est supérieure à ce qu'on appelle la sensibilité du récepteur, alors on peut décoder le signal. D'accord? Alors, la sensibilité, c'est bien la capacité du récepteur à décoder un signal. Maintenant, à quoi ça va nous servir? Cette perte-là, elle est essentiellement due à la distance. D'accord? Si j'ai une meilleure sensibilité, une sensibilité beaucoup plus basse, ou beaucoup plus grande, si on peut dire, eh bien, ça veut dire que je peux avoir une atténuation beaucoup plus grande. Et même avec une grande atténuation, arriver à être au-dessus de la sensibilité. D'accord? Donc, on voit bien que, étant donné que cette atténuation-là, on la calcule avec cette formule, avec F et avec D. Si l'atténuation est grande, c'est que D est grand. D'accord? Mais donc, si on a une meilleure sensibilité ici, c'est donc qu'on arrive à décoder un signal lorsque la distance augmente. D'accord? Donc, c'est à ça que ça nous sert, tous ces calculs, toutes ces équations un petit peu simples, c'est de connaître un petit peu la portée théorique d'un signal lorsque j'émets à une certaine puissance. Alors, comment peut-on améliorer notre système avec tout ce que je vous ai dit? On a deux choix dans ce cas-là. Soit on peut augmenter la puissance de transmission, hein, c'est ce que je vous ai dit, si on transmet très 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 fort, eh bien on peut aller plus loin. Mais le problème, c'est que nos piles, elles ne vont pas nous permettre de durer très longtemps. Donc en fait, cette solution-là, on ne peut pas vraiment l'appliquer dans l'Internet des objets. On ne peut pas trop augmenter la puissance de transmission. On peut le faire dans des systèmes classiques, comme par exemple la radiodiffusion, la télévision, les choses comme ça. On peut augmenter la puissance de transmission parce que le courant est disponible. Mais si on est dans des objets, des petits objets fonctionnant sur batterie, on ne peut pas vraiment le faire. Donc, on n'a que la deuxième solution, c'est-à-dire augmenter la sensibilité du récepteur. On n'a que ce choix, en fait. Comment peut-on le faire? En fait, on s'aperçoit qu'il y a une manière assez simple d'augmenter la sensibilité du récepteur se fasse beaucoup plus lentement. D'accord? En fait, c'est assez facile à comprendre si on prend un exemple de la vie courante. Une personne qui va parler très vite, il faut que vous soyez assez proche d'elle pour comprendre ce qu'elle dit. D'accord? Il faut que le signal soit bon. Si cette personne est un peu loin, 10 mètres, 15 mètres, si elle parle vite et que vous n'entendez pas bien, vous n'allez pas bien comprendre. Par contre, si elle parle lentement, c'est plus facile de comprendre. Et par exemple, au lieu de dire bonjour, je peux dire bonjour, allonger un petit peu le mot, mais je peux aussi aller dire le mot lettre par lettre. Je peux dire B, O, N, J, etc., etc.
Vous voyez que plus on parle lentement et plus il y a de chances pour qu'on puisse comprendre ce que la personne qui a parlé a voulu dire. C'est un petit peu le même principe lorsque l'on applique ici à la transmission sans fil. C'est-à-dire que les technologies radio que l'on va utiliser pour la grande distance, eh bien, vont tout simplement réduire le débit en allongeant le temps de transmission. Et là, on parle de débit extrêmement faible, 200 bits par seconde ou 37, entre 200 et 37. Donc, faites bien attention, je ne suis pas en train de parler de mégabits par seconde, ni de centaines de kilobits. On est bien à quelques bits par seconde, 200 bits par seconde. Donc, c'est relativement lent. Mais si on se rappelle un petit peu ce qu'on cherche à envoyer, on cherche à envoyer une température, on cherche à envoyer une mesure assez faible, eh bien, c'est très adapté finalement. Envoyer une température, ça va peut-être prendre quelques centaines de millisecondes, mais au moins, on aura pu l'envoyer sur plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, voilà un petit peu les techniques qui sont utilisées. Alors, les modules radio. Les modules radio, ils existent. Donc, ça, ce sont des modules radio LoRa, par exemple. On peut en acheter. Ils coûtent entre 5 € et 10 €. Vous voyez, ce n'est pas très cher. Et j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard lorsqu'on va essayer de connecter ces radios, justement, à des plateformes matérielles qui vont nous permettre de construire ces fameux objets de l'Internet des objets. Voilà. Alors, juste une chose. Avant de passer avant de passer à la suite, une chose que j'aimerais éclaircir, c'est que beaucoup de personnes pensent que si je trace un trait entre le bout de l'antenne d'émission et le bout de l'antenne de réception, et qu'il n'y a rien entre les deux, alors j'ai une transmission sans obstacle. C'est ce qu'on appelle le line of sight, c'est-à-dire en ligne de vue. En fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La zone entre l'antenne d'émission et l'antenne de réception, il y a toute une zone, il y en a même 3 zones, il y a la zone 1, la zone 2, la zone 3. C'est ce qu'on appelle la zone de Fresnel. Ça ressemble à un ballon de rugby, il y a une forme ovoïde. Donc, il faut que toute cette zone-là soit dégagée. Là, ici. Qui empiète sur la zone 1, ce n'est pas bien du tout. Là, elle empiète sur la zone 3 et une partie de la zone 2. Ça peut passer, parce que ça reste acceptable. Mais donc, il faut bien se rendre compte que c'est cette zone-là qui affecte la qualité de la transmission radio. Ce n'est pas juste un trait entre les deux antennes. Comment peut-on faire pour améliorer la transmission? Souvent, vous remarquez qu'on met les antennes, en tout cas une des antennes, le plus haut possible. D'accord. Quel est l'effet de mettre une antenne plus haute que l'autre? Eh bien, si on trace notre zone, on voit bien que ça permet de la rendre plus libre. Imaginez que cette antenne-ci soit beaucoup plus basse. On se retrouverait avec une zone ici dans laquelle il y aurait beaucoup d'obstacles, beaucoup de végétation. Et là, on aurait beaucoup d'atténuation. En surélevant une des antennes, eh bien, on évite toute cette partie-là. Alors, bien sûr, le mieux, c'est de surélever les 2 antennes. Mais c'est impossible. Imaginez que vous ayez un téléphone ici. Ici, c'est l'antenne de votre opérateur. Lui, il l'a mis sur un grand bâtiment très haut. Eh bien, c'est mieux que rien. Et vous ne pouvez pas, mettre votre antenne à la même hauteur. On sait que c'est les conditions qui seraient idéales, mais on ne peut juste pas le faire. Donc, si on peut faire pour une antenne, c'est déjà quelque chose d'extrêmement bien. D'accord? Voilà, donc j'en ai terminé pour, en tout cas, la partie transmission. Est-ce que j'en profite pour voir s'il y a des questions pour cette partie? Oui, bonjour, professeur. On peut revenir un peu à la page, je pense, diapositive 28, là où on parlait de la formule de...
Oui. Oui, généralement, cette formule, ce n'est pas la formule de Friis. D'où vient le moins 147? Ce n'était pas moins plus 32 d'habitude? C'est la formule, c'est effectivement la formule de Friis. C'est la Oui, formule qu'on appelle le Free Space oui, Patlos. Pastos, voilà, c'est ça. Et Oui, c'est la formule qui est effectivement couramment utilisée pour calculer l'atténuation. Alors, bien sûr, dans le vide, hein, on est bien dans le d'accord, vide, très bien. dans le vide. Donc, ça donne une approximation relativement exploitable. Il y a des modèles qui sont plus adaptés, plus optimisés. Mais ce modèle est quand même utilisé comme étant, on va dire, la borne, enfin, la borne théorique de ce que l'on pourrait, de ce que l'on pourrait obtenir. Ok, d'accord. Ça veut dire que dans le cas de l'IoT, mieux vaut utiliser le moins 147 au lieu de plus 32,4 sur la Alors, constante. le plus 32, je ne sais pas de quelle formule elle vient, parce qu'en fait, il y a plusieurs variantes, en fait. Hein. Il se peut que ce soit des cas particuliers. La formule de Friis, du Free Space Path Loss, est bien avec moins 147. D'accord, ok. C'est exactement 20 log de 4pi sur C. Oui, oui. Oui. Ok, d'accord, très bien. Bonjour, toujours Oui, dans la même question du slide 27. oui. Peut-être préciser les unités de mesure de F et de D. Alors, F en Hertz, les mesures internationales, F en Hertz, D en mètres, et puis C, c'est la vitesse de la lumière. Donc la fréquence est en Ça Hertz répond à votre et la question? distance est en mètres. Oui, tout à fait, oui. Oui. Ok, merci. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Est-ce que vous prenez en compte les modèles de propagation? C'est-à-dire? Parce que ça, Bon, c'est déjà un modèle de propagation. comme les modèles de Okumura-Hata, ainsi de suite, de Costa-Hata. Alors, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il existe des modèles plus optimisés. Par exemple, les modèles que vous fonctionnez, que vous mentionnez, le modèle ATA, par exemple, ce sont des modèles qui sont un peu plus optimisés pour certaines choses et sont basés, par exemple, sur des mesures dans des environnements, d'accord. On mesure un certain nombre d'expériences et ensuite on fait des méthodes de régression, de K-means ou ce que vous voulez pour déduire un modèle plus adapté. Donc, il existe, hein, comme je vous l'ai dit, des modèles plus adaptés qui permettent d'avoir des atténuations souvent plus importantes. En fait, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que ce modèle-là minimise les atténuations. Et souvent, les atténuations réelles sont bien plus grandes. Ok. Très bien. Je voulais revenir un peu sur la courbe. Vous présentez aussi le bilan de liaison, s'il vous plaît. Oui. Il y a une courbe là. Non, non, c'est pas celle-là. Là où il y a le gain, voilà, ici. Généralement, il y a la marge dans une transmission. On ne tient pas compte de celle-là dans ce cas-là ou... Parce que dans les classiques, dans les supports classiques. Alors, qu'est-ce que vous entendez de la marge? Dans les FH ou dans les supports classiques simples, généralement, on peut tenir compte d'une valeur qu'on appelle la marge, qui est généralement donnée par le fabricant des récepteurs ou des équipements. Alors, je ne sais pas exactement de quelle marge vous voulez parler. Ici, en fait, on a un bilan, on va dire, qui est très, très schématisé. Oui. C'est juste pour illustrer qu'est-ce qu'on apporte au système, c'est tout ce qui est gain, et qu'est-ce qu'on perd. C'est vraiment pour expliquer cette notion de sensibilité. D'accord. Ensuite, dans des systèmes, lorsqu'on
lorsqu'on se plonge beaucoup plus profondément dans les systèmes de transmission sans fil, et souvent c'est lié à l'électronique en elle-même, effectivement, on a des notions qui sont beaucoup plus grandes, dans lesquelles on peut effectivement avoir des notions de marge, de gain un peu plus précis, ou même de ce qu'on appelle des phénomènes comment dire, de perturbations entre composants, des choses comme ça. Donc là, je ne cherche pas à rentrer dans les détails, hein, je cherche juste à expliquer. Dans une transmission sans fil, il y a des gains et des pertes. Et le but, c'est qu'à la fin, au final, on arrive à un signal qui soit compatible avec la sensibilité du récepteur. Ok, d'accord, c'est bon, c'est bon. Bien, donc je vous propose de continuer un petit peu. Et on aborde ensuite une deuxième partie qui est donc complémentaire. C'est maintenant, lorsque l'on parle de Internet des objets, on est quand même obligé de parler de plateformes électroniques. Parce que vous vous doutez bien que si on veut construire un objet de ce type, d'accord, avec un capteur, c'est qu'on a le capteur et puis on a de l'électronique quelque part. Et puis on a bien sûr les modules radio dont je vous ai parlé. Ici, c'est typiquement un module LoRa. Donc on voit bien que ce bloc électronique, là, ce bloc orange, il est représenté ici. C'est ce bloc orange-là. Et ce bloc orange-là, eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions, ça va être des unités de traitement, ça va être des microprocesseurs, ça va être des microcontrôleurs. Donc, vous connaissez à peu près ce que c'est qu'un microprocesseur, c'est ce qui équipe la plupart de vos ordinateurs. Vous connaissez peut-être le terme de microcontrôleur, mais on va préciser un petit peu la différence qu'il y a entre microprocesseur et microcontrôleur. Parce que dans l'Internet des objets, c'est essentiellement des microcontrôleurs que l'on va utiliser. Alors, un microprocesseur, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a et puis il faut, ça c'est le microprocesseur, mais pour qu'il fonctionne, il faut qu'on rajoute de la mémoire, des bus, et votre ordinateur, vous ne pouvez pas juste acheter un microprocesseur, il faut une carte mère autour. Eh bien, la différence, c'est que si vous prenez un microcontrôleur, ici à droite, tout est sur la même puce. D'accord ? Tout est intégré. Ça veut dire que vous pouvez acheter un microcontrôleur et vous en servir tel quel. C'est ça que ça veut dire. D'accord ? Alors, bien sûr, on ne va pas vraiment s'en servir tel quel, même si on pourrait le faire. Là, c'est un microcontrôleur qu'on va acheter. Il y a tout dedans. Je pourrais l'utiliser et commencer à connecter des fils dessus et commencer à le programmer. D'accord ? Parce que je peux le faire. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas ? Tout simplement parce que les pattes ici, elles sont très petites. Donc ça fait peut-être 5 mm. D'accord ? Donc les pattes sont très petites. Donc souvent, on prend le microcontrôleur et on le met sur une carte qui va nous permettre d'avoir accès plus facilement aux différents pins du microcontrôleur. Et puis on va rajouter des LED, on va rajouter des régulateurs de tension, on va rajouter des interfaces série USB qui vont nous permettre de connecter plus facilement ce microcontrôleur-là à un ordinateur pour pouvoir le programmer. Donc voilà la différence qu'il peut y avoir entre un microcontrôleur et une carte microcontrôleur. Donc, la plupart des objets que l'on va utiliser utilisent des cartes microcontrôleurs parce qu'elle est beaucoup plus simple, tout est sur la même carte. Et il y a un écosystème qui est apparu dans les années 2005-2006. C'est une initiative italienne qui justement propose des cartes microcontrôleurs à très bas coût. Donc vous connaissez sans doute les cartes Arduino et vous savez qu'il y a toute une variété de cartes Arduino. Et en fait, l'écosystème est tellement riche actuellement que vous avez bien sûr la carte Arduino classique, mais vous avez également plein de variantes et certaines sont très intéressantes. Par exemple, celle-ci,
basé sur des microcontrôleurs un peu plus puissants qui permet d'avoir un petit écran embarqué en plus. D'accord ? Ici, vous avez même un microcontrôleur qui permet d'avoir des langages de type MicroPython, qui permettent d'être programmés beaucoup plus facilement. Donc, selon les variantes, selon les modèles, eh bien, vous pouvez avoir plus de mémoire, plus de puissance. Il faut juste garder en tête que tout cela, la puissance et la mémoire, ne se fait pas gratuitement. Ça veut dire que soit elle coûte plus cher, mais ce n'est pas tant ce facteur-là qui est limitatif pour nous, c'est surtout qu'elles vont consommer plus. Donc, il faut vraiment adapter la carte microcontrôlée par rapport à l'application que vous êtes en train de réaliser. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de puissance, il vaut mieux prendre quelque chose de relativement simple et qui consomme très peu. C'est comme ça que vous pourrez faire durer votre objet le plus longtemps possible. D'accord ? Alors, tous ces Arduino, ils ont été à la base de plusieurs approches de type do-it-yourself. Certains d'entre vous ont peut-être déjà fait cette expérience. Ils ont déjà construit des choses avec des Arduino, donc certains d'entre vous peuvent déjà connaître. Mais ceux qui ne le connaissent pas et puis qui veulent se lancer là-dedans, eh bien, il suffit de rechercher sur Internet do it yourself, Arduino, et vous allez tomber sur plein de projets qui vous permettent de construire des choses, des montages électroniques avec ces cartes. Pour l'IoT, eh bien, il est important de choisir la carte la plus petite en taille, qui consomme le moins, en tout cas qui consomme de manière compatible avec votre application. Nous, on aime bien l'Arduino Pro Mini ici, parce qu'il ne coûte pas très cher. Non, je mets une pièce de 1 € à côté, ça vaut effectivement approximativement 1 €. En Chine, ça vaut 1 €. Et en plus, c'est un petit peu à la taille ici. La carte, elle fait à peu près cette taille-là par rapport à la pièce de 1 €. Donc, c'est à l'échelle. Donc, vous voyez que c'est relativement petit et ça permet quand même de faire beaucoup de choses. Donc, on le voit par exemple sur ce transparent-là, on utilise justement, on connecte une radio LoRa intégrée pour connecter une radio LoRa plus facilement, mais sinon, on peut avoir la version aussi avec des fils comme ça, et on met tout ça dans une boîte, on met la radio et tout, et on peut construire notre premier Internet des objets. Ici, c'est un capteur de température que l'on va pouvoir intégrer directement. Donc, vous voyez que le processus de créer ce qu'on appelle un nœud Internet des objets, une fois que l'on a la radio et la carte microcontrôlée, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à faire. En tout cas, c'est à la portée de beaucoup de monde parce qu'il y a énormément de bibliothèques et de librairies qui sont déjà disponibles. Alors, dans le projet, on a également WasiUp et WasiHub, on a également développé une carte qu'on appelle WasiDev. Elle est fondamentalement similaire à un Arduino Pro Mini. D'accord ? Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'il y a déjà la radio intégrée. Le deuxième intérêt, c'est qu'il y a déjà l'antenne intégrée. D'accord ? L'antenne est là. Vous n'avez pas besoin de rajouter une antenne extérieure. Et ça, c'est bien pratique parce que souvent, l'antenne est fragile. Donc, si on la met à l'extérieur, ça fait un boîtier plus fragile. Et puis, on a rajouté quelques circuits qui permettent justement de brancher directement un panneau solaire, qui permettent de recharger une batterie rechargeable. On a un circuit qui permet de surveiller la quantité d'énergie restante. On a des pins qui permettent de contrôler plus facilement des appareils qui nécessitent plus de courant, par exemple comme les GPS. Donc voilà un petit peu les optimisations qui sont faites dans le WasiDev. Mais si vous remarquez bien, la petite puce qui est ici, c'est exactement le microcontrôleur que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est celui qui équipe l'Arduino Pro Mini. C'est ce qu'on appelle l'AT-Mega 328P. C'est exactement le même qu'ici. D'accord ?
Voilà. Et donc, on peut s'en servir pour construire un certain nombre de choses. Ici, je vous donne quelques exemples. Un collier GPS, un capteur d'humidité pour le sol, la poubelle connectée, station météo à bas coût, et puis des appareils pour surveiller la qualité de l'eau, par exemple, pour l'aquaculture. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Ça va? C'est bon, c'est bon. Je pense que dans l'ensemble, ça va. Cette partie, elle est beaucoup plus pratique et imagée, donc ça va. De mon côté, ça va. Impeccable. Très bien. Donc, maintenant que j'ai abordé ces deux aspects qui sont la technologie radio, hein, les contraintes essentiellement en termes d'énergie consommée, et puis les possibilités que l'on a en termes de développement de cartes microcontrôlées, les deux font que l'Internet des objets est devenu extrêmement simple à intégrer. D'accord ? Maintenant, je voudrais vous sensibiliser à quelque chose qui fait partie intégrante de l'écosystème Internet des objets. Ça se situe à un niveau plus haut. Si on imagine un scénario où on a des millions ou des milliards d'objets qui vont envoyer beaucoup de données, à un moment donné, ce qui est important pour l'usager, c'est de retrouver les données, ou en tout cas d'avoir les données qui l'intéressent. Et c'est là qu'on va devoir changer la manière dont on cherche l'information. Nous, en tant qu'êtres humains, on utilise des moteurs de recherche. Google, Yahoo, ce que vous voulez. Mais pour les objets, c'est complètement différent. On ne peut pas utiliser la même approche. Et donc, pour les objets, en fait, on va passer d'un modèle où on cherche l'information à un modèle où on reçoit l'information. D'accord ? Alors, la différence est assez subtile. Ça veut dire que dans le modèle où on reçoit l'information, on le reçoit, entre guillemets, automatiquement. D'accord ? On peut considérer que c'est très similaire, par exemple, à des canaux Twitter. Par exemple, si vous vous abonnez à un compte Twitter de quelqu'un, eh bien, vous allez recevoir les tweets de cette personne. Vous n'allez pas aller les chercher. Une fois que vous avez dit que vous êtes intéressé par le tweet de Monsieur X, vous allez recevoir automatiquement les données ou les tweets de ce. Eh bien là, c'est la même chose, d'accord ? On va passer d'un modèle où on va chercher de l'information à un modèle où on va recevoir directement l'information avec un mécanisme où on va voir des objets qui vont publier l'information et des objets qui vont souscrire à l'information. D'accord ? Et c'est là que ça devient intéressant parce que cette publication et cette souscription, elle va se faire de manière semi-automatique. Alors, prenons cet exemple qui est illustré dans ce transparent. On a deux personnes, deux étudiants, qui veulent connaître la température de la salle S25 dans le bâtiment du Beau. Donc, elles vont dire, ben voilà, je voudrais m'abonner à cette information-là. Celui qui publie, c'est celui qui a déployé des capteurs dans le bâtiment. Imaginez que ce soit 22,5 degrés. Il publie l'information. Il publie vers ce qu'on appelle un topic. Alors, on va voir cette notion de topic juste après. Mais il va le publier vers un serveur central. On peut pour l'instant utiliser ce terme-là. Et ce serveur central, il va faire la correspondance entre la publication et les subscriptions, les abonnements. D'accord ? Et il va voir qu'il y a deux abonnés qui sont intéressés et il va tout simplement notifier, distribuer la valeur vers les abonnés. D'accord ? Donc, vous voyez que c'est un petit peu différent du modèle de recherche d'informations que l'on utilise couramment sur l'Internet. C'est beaucoup plus proche
des news ou des canaux Twitter ou de toutes sortes de mécanismes d'abonnement. D'accord ? Alors, ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est qu'on se retrouve avec un système dans lequel on a des éléments centraux, ce qu'on appelle des brokers cette fois-ci, hein, ces fameux serveurs. Et c'est exactement ce modèle-là qu'un protocole de l'Internet des objets, MQTT, va. Donc, on a des publiants, ceux qui publient des valeurs, et on a ceux qui vont consommer les valeurs, d'accord ? Et vont justement souscrire aux différentes valeurs qui sont publiées. Notez la manière dont les topics sont écrits. Par exemple, ça c'est un topic. C'est la température de la salle S25 qui se trouve dans le bâtiment du Bouet à l'université de Pau. D'accord ? Donc, on peut le lire dans ce sens-là, de gauche à droite, normalement, en disant que ici, c'est l'organisation la plus haute, c'est le plus haut niveau, donc c'est l'université de Pau. Ensuite, c'est un des bâtiments dans l'université de Pau. Ensuite, c'est la salle S25. Et ensuite, c'est la température. Et on peut avoir la même chose pour l'humidité. D'accord ? Donc, vous voyez comment on écrit un topic. On peut le lire dans ce sens-là, de plus large mais également dans l'autre sens en disant du pic au plus large. D'accord ? Alors, ce qu'il y a de bien maintenant, c'est que lorsque tout le monde a des smartphones, si vous regardez sur App Store ou sur Google Play et que vous tapez sur votre moteur de recherche MQTT Dashboard, par exemple, vous allez voir qu'il y a plein d'applications que vous pouvez installer sur votre smartphone. Ça veut dire qu'avec votre smartphone, avec une application de type MQTT, vous pouvez dire quels sont les topics qui vous intéressent. Est-ce que vous êtes intéressé pour recevoir les valeurs de telle ou telle organisation, l'UPPA par exemple, eh bien vous allez les recevoir directement sur votre smartphone. On peut imaginer des données ouvertes. On peut imaginer, par exemple, l'UPPA publie des données pour la population. On peut même imaginer que la ville de Pau publie des données qui peuvent intéresser l'ensemble de la population de la ville. Donc, toutes ces données ouvertes, on se rend bien compte que ça fait partie de la valeur ajoutée que l'Internet des objets va pouvoir produire, c'est-à-dire que vous pouvez intégrer dans votre système des données qui proviennent d'autres sources et vous pouvez justement vous abonner à ces données-là pour enrichir votre système. Je prends un exemple peut-être pour illustrer ce que je viens de dire, parce que peut-être que ce n'est pas très clair. Supposons par exemple que vous vouliez optimiser l'irrigation. Donc vous mettez des capteurs d'humidité dans le sol, d'accord ? Mais est-ce que cette mesure en elle-même est capable de bien représenter le besoin en eau de votre plante? Parce que si jamais la terre est sèche, mais que dans 2 heures, il va pleuvoir, est-ce que ça sert à quelque chose d'arroser? D'accord? Donc, si vous détectez que la terre est sèche et que vous êtes capable de récupérer sur Internet via des données ouvertes que dans 2 heures, dans votre région, il va pleuvoir, peut-être que vous pouvez optimiser le processus. D'accord ? Donc, c'est pour ça que l'intégration de données externes via éventuellement, comme je cherche à l'illustrer, via des protocoles de type MQTT, eh bien, va vous permettre d'enrichir votre système Internet des objets. Je voudrais terminer par terminer en tout cas la partie MQTT par un exemple très simple. Juste pour vous montrer la puissance que ce type d'outil possède. Vous utilisez sans doute des applications de type WhatsApp, d'accord, pour dialoguer entre vous. Est-ce que vous vous êtes demandé comment c'était implémenté? Et en fait, on peut le faire très facilement avec MQTT. C'est très simple. Je vais vous montrer un petit peu comment on pourrait faire. Supposons que vous ayez toujours ces 2 étudiants, Alice et Bob. Ils ont 2 smartphones. Voici leur numéro de téléphone.
on va créer un topic WhatsApp et son numéro de téléphone. Bob, my WhatsApp et son numéro de téléphone. D'accord? S'envoient des messages entre eux. Eh bien, Alice va s'abonner et va publier vers le topic de Bob. Et Bob va s'abonner et va publier vers le topic d'Alice. S'il connaît le numéro de téléphone d'Alice, il connaît le topic. Et inversement. C'est exactement comme ça que fonctionne WhatsApp. Si vous connaissez le numéro de téléphone de quelqu'un, vous pouvez le chercher dans la base WhatsApp et vous pouvez communiquer avec lui parce que vous pouvez créer un topic basé sur le numéro de téléphone. Voilà comment on peut faire le lien entre deux personnes. Maintenant, on peut aller plus loin. On peut créer une communication de groupe. Imaginez que Alice veuille créer un groupe, WhatsApp IoT. Voilà le topic qu'elle va créer. On voit bien que ce topic WhatsApp IoT, elle appartient à son numéro de téléphone. D'accord? Ça rajoute un deuxième niveau par rapport à son numéro de téléphone. Comment va-t-on pouvoir joindre ce groupe? Eh bien, si on a le lien sur ce topic, on peut s'abonner et publier à ce topic. Et dans ce cas-là, tous ceux qui publieront ou s'abonneront à ce topic recevront les messages puisqu'ils seront abonnés. Donc, vous voyez que ça devient extrêmement facile de programmer une application qui ressemble à WhatsApp en utilisant des protocoles de type MQTT. D'accord? Des questions par rapport à ce que je viens de dire? C'est bon, c'est bon. Je pense devant toi, mon niveau. C'est moi, mon niveau aussi. Peut-être préciser un peu ici, le MQTT, c'est côté utilisateur ou côté développeur? C'est le qui implémente la technologie IT. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. C'est-à-dire, si, tout à l'heure, vous avez terminé la phrase en disant c'est très facile de déployer. Est-ce que vous pouvez répéter? À la fin, vous avez terminé la phrase en disant qu'il est très facile de faire des communications en utilisant le protocole MQTT. Oui. Maintenant, je demandais, donc cette programmation, le fait côté utilisateur ou côté développeur, ça veut dire côté infrastructure IoT? Alors, une fois que vous avez, par exemple, des logiciels qui vous permettent de créer des brokers MQTT, vous pouvez l'installer sur un ordinateur. Hein, vous en faites un broker MQTT. Okay. Et après, vous pouvez programmer une application qui va se mettre, par exemple, sur un smartphone et qui va utiliser ce broker. Ok, je vois. D'accord? Et dans ce cas-là, vous voyez que vous utilisez MQTT comme étant le protocole, vous utilisez des brokers MQTT qui sont distribués, qui sont open source, que vous pouvez installer sur n'importe quel serveur, et vous pouvez avoir votre propre WhatsApp complètement autonome qui utilise votre serveur. Donc, vous pouvez créer votre propre communauté. Alors, bien sûr, peut-être que maintenant, ça n'a plus de sens, mais ce que je veux montrer, c'est que des outils comme Twitter, des outils comme WhatsApp, ils utilisent MQTT. Ça veut dire que vous, en tant qu'utilisateur de cette application, vous utilisez déjà des outils de l'Internet des objets sans même vous en rendre compte. D'accord ? Et dans le cadre de notre infrastructure IoT carrément, où est-ce qu'on a besoin de ça? Si on déploie, on mesure la température, l'humidité dans le capteur de l'autre côté. Oui. Maintenant, le MQTT va rentrer à quel niveau? Très bien. Effectivement, c'est un point que je n'ai pas forcément encore expliqué. Je vais le détailler ici. Alors, où est-ce qu'on met MQTT dans de l'Internet des objets? Souvent, dans l'architecture actuelle, on a des objets qui vont communiquer avec une passerelle. D'accord ? Oui. Et souvent, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ces objets vont utiliser des radios de type Sigfox, LoRa,
en tout cas des radios faibles consommation et longue portée. D'accord ? Donc, c'est assez difficile de mettre du MQTT à cet endroit-là. On ne va pas mettre du MQTT sur les objets eux-mêmes. Les objets vont communiquer avec la passerelle. C'est souvent au niveau de la passerelle que l'on va mettre du MQTT. Ça veut dire que le lien entre la passerelle et Internet se fera en MQTT. Ce qui veut dire que les serveurs de l'Internet peuvent très bien dialoguer avec la passerelle en utilisant MQTT. Et la passerelle va faire le lien avec les objets en utilisant la technologie radio qui sera utilisée et qui aura été choisie. Est-ce que c'est plus clair? C'est bon, très bien. Très bien. Très bien. Alors, maintenant, prochaine étape. Est-on capable de rendre le système encore plus simple? Même si je considère que ces 4-5 dernières années, l'écosystème s'est énormément simplifié. D'accord ? Il y a 10 ans, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Néanmoins, on veut toujours simplifier les choses, surtout parce que l'utilisateur final, ce n'est pas forcément un informaticien, mais on veut quand même fournir à l'utilisateur final la capacité de créer lui-même des applications pour manipuler ces données à lui. Et on aimerait bien que l'utilisateur final puisse créer des applications de type Internet des objets en utilisant des langages ou des plateformes graphiques. Alors, c'est exactement ce que Node-RED propose. Node-RED, c'est un outil extrêmement puissant qui est open source, qui a été développé par IBM, qui est disponible sur pratiquement toutes les plateformes, que ce soit Unix, Windows, Raspberry, BeagleBones, et qui permet justement, en assemblant des blocs, de définir ce qu'on appelle des flux de données. Donc, on comprend bien le principe. Par exemple, on a des flux de données qui arrivent, on va les séparer, on va éventuellement les aiguiller vers d'autres blocs, et ces blocs-là vont pouvoir réaliser des traitements spécifiques. Donc là, je prends un exemple. Imaginez que mon capteur ici de température envoie une température à ma passerelle. Cette passerelle-là, elle n'est pas programmée par un spécialiste. C'est vraiment un utilisateur final qui prend la main dessus. D'accord ? Il prend la main en disant quoi? En disant que si je reçois une température ici, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la transformer en JSON et puis je vais l'envoyer sur ThingSpeak. Donc là, j'ai un bloc ici pour me connecter au cloud ThingSpeak. Et puis, je vais l'envoyer sur un serveur MQTT parce que j'ai un bloc ici qui me permet de l'envoyer sur un broker MQTT. Ici, j'en mets un deuxième. Peut-être que je veux justement avoir 2 brokers MQTT pour faire de la redondance. Si jamais il y en a un qui lâche, au moins j'ai le deuxième. Et puis même en local, je veux pouvoir afficher la température ici avec un petit affichage graphique. Vous voyez qu'en 3-4 clics, en positionnant des blocs qui sont déjà préprogrammés, et j'ai juste qu'à le configurer. Configurer, ça veut dire donner. Je peux créer mon application IoT de manière extrêmement simple, extrêmement intuitive. Et ça, pour ceux qui n'ont pas essayé, je leur conseille vraiment d'essayer parce que ça ouvre pas mal d'opportunités. Ça ouvre vraiment on ne peut pas faire des choses aussi précises que si on programmait tout, mais on peut déjà faire énormément de choses, surtout que des blocs comme ça, eh bien, il y en a de plus en plus. Il y a toute une communauté de développeurs qui vont développer des blocs qui permettent de s'interfacer avec des services. Par exemple, vous allez avoir un bloc qui vous permet de soumettre des jobs sur des serveurs AWS, par exemple, Web Service, ou d'autres blocs, comme vous voyez, sur des serveurs MQTT.
Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est souvent quelque chose que les gens ne connaissent pas. Il y a peut-être une chose que sur laquelle je voudrais insister très fortement, c'est que de nos jours, si on veut innover, on ne peut pas se permettre de réinventer la roue. C'est juste pas possible. Donc, il faut savoir ce qui existe pour pouvoir les utiliser, les adapter, mais ne pas perdre de temps à réinventer ou à redévelopper quelque chose qui existe déjà. Donc ça, c'est vraiment un message qui est important parce qu'on perd trop de temps. D'accord ? Et on perd trop de temps et on développe. Et il y a très peu de chances qu'on développe quelque chose qui soit mieux que ce qui existe déjà si on réinvente des modules. Donc vraiment, il faut vraiment connaître l'écosystème pour se dire, OK, là, il manque quelque chose, donc ça vaut le coup de le développer. Là, il y a déjà quelque chose, il vaut mieux l'utiliser. C'est vraiment le message que je souhaite faire passer aussi pour ceux qui veulent innover dans le domaine de l'Internet des objets. Alors, je vais même présenter autre chose qui peut même aller un peu plus loin, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de services sur Internet. Il y a YouTube, Facebook, Twitter, le mail, Instagram, plein d'applications embarquées. D'accord ? On peut voir tout cet écosystème-là comme étant des composantes ou des applications. Est-ce que je peux relier ces applications entre elles? Quels moyens est-ce que je peux avoir pour plus d'interaction? Il y a quelques années, il y a une start-up qui a un concept simple, mais qui ouvre pas mal d'unités. C'est « if this, then that ». Ça se traduit par « si j'ai ça, alors je fais ça ». IFTTT. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai pris une photo sur mon smartphone, alors je l'envoie sur Dropbox. Si je reçois un mail, alors je l'envoie sur Twitter. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, avec ça, je vais pouvoir relier des événements qui appartiennent au monde de l'Internet des objets. Et je peux le faire sans rien programmer du tout. Je peux le faire en utilisant ce qui existe déjà comme écosystème. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a également, à un très haut niveau, le moyen de relier des applications. Ça fait partie du thème de l'Internet des objets. Très bien. Y a-t-il des questions? Très bonne présentation, très pédagogique, hein, je trouve. Là, déjà, félicitations de cette très belle présentation, bien agencée. Peut-être pas une question. Allez, je demandais, nous pourrons avoir le document pour s'inspirer, pour oui, bien sûr. J'ai donné le lien. Hein, j'ai donné le lien dans la conversation. Il y a le document en PDF. Hein, vous l'avez dans. Si vous remontez la conversation, vous avez le lien. Alors, je n'ai pas exactement terminé. Je vais prendre encore 5 minutes. Je voudrais renvoyer le lien parce que moi, quand je me connectais, je n'ai pas vu les messages passer. Pour moi, me semble aussi très important. D'accord. Oui, je vais renvoyer le lien. Alors, ce que je voudrais discuter quand même encore un petit peu, c'est toute la partie traitement des données. Parce qu'on s'aperçoit que la valeur ajoutée de l'Internet des objets, une fois qu'on a déployé l'infrastructure, c'est vraiment dans les données. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données? Alors, avec ces données, on voit qu'il y a 4 choses importantes dans l'Internet des objets. C'est déjà le volume des données. On a beaucoup de données. C'est la rapidité avec laquelle on va recevoir les données. Si on a beaucoup d'objets qui transmettent beaucoup,
on va avoir beaucoup d'objets très rapidement, enfin, beaucoup de données très rapidement. On a une grande variété de données. On peut avoir des températures, on peut avoir plein d'autres de données. Et puis, une chose qui est importante, la confiance que vous accordez à ces données. Parce que ce soit des données que vous ne maîtrisez pas la source. Si vous, par exemple. Ce sont vos données à vous. Qu'est-ce qui vous prouve que le capteur de température que vous avez, il fonctionne bien? D'accord? Donc, ce sont 4 choses qui sont représentatives des données qui peuvent être issues de l'Internet des objets. Quels sont les outils qu'on va utiliser pour analyser ces données? En fait, il faut bien faire attention entre j'ai des données brutes et ce que j'essaye d'avoir ou ce que j'essaye de déterminer. Si je prends un exemple assez parlant, vous, en tant que fermier, vous avez des vaches, et ce qui vous intéresse, c'est de savoir l'état de santé de vos vaches. Est-ce qu'elles mangent bien? Est-ce qu'elles se déplacent bien? Et est-ce qu'elles sont fertiles pour pouvoir produire du lait? D'accord? Comment est-ce qu'on peut obtenir des données? Il y a plusieurs manières d'obtenir des données. Il y a des manières qui sont très compliquées, presque impossibles, et des manières un peu plus simples. Une des manières les plus simples, c'est de fixer un collier avec un accéléromètre sur la vache. Et donc, vous allez avoir des données brutes d'accéléromètre. D'accord? Et vous allez chercher à analyser ces données. Le problème, c'est que quand vous cherchez à analyser ces données, il va être très important de vous mettre en relation avec des experts du domaine. Parce que avec ces données brutes, il n'y a que l'expert qui va. Ici, la vache est en train de déplacer. Ici, la vache est en train de ruminer. Ici, la vache de manger ou de brouter, ce qui n'est pas pareil. Brouter et ruminer, ce n'est pas du tout la même chose. Le temps qu'elle passe à manger et le temps qu'elle passe à dormir, pour savoir si elle est en bonne santé, d'accord ? Vous pouvez essayer de trouver ces paramètres-là. Mais ce que je veux vous dire là, c'est qu'avec ces données-là, il faut arriver à les exploiter. Et ça, c'est très important. D'accord ? Alors maintenant, comment va-t-on analyser ces données ? Il y a des méthodes statistiques. La régression, la corrélation, la classification, tout ça, ce sont des méthodes statistiques qui vont vous permettre d'analyser les données. Donc, ça reste vrai. D'accord ? Ce sont des méthodes importantes. Le tout est de savoir comment vous allez les utiliser. Est-ce que vous allez faire comme vos grands-pères avec la calculatrice ou est-ce que vous allez utiliser ce qui existe actuellement? Alors, bien sûr, si je pose la question de cette manière-là, c'est qu'il existe maintenant sur Internet des ressources qui vous permettent justement d'utiliser toutes ces librairies statistiques de machine learning, de classification, de régression, qui vous permettent d'utiliser des serveurs distants avec déjà des plateformes qui vous permettent de réaliser beaucoup d'analyses de données de manière parallèle, d'orchestrer, et ça c'est important, d'orchestrer les différentes tâches entre elles pour dire je fais d'abord ça, puis je fais ça, puis je fais ça, etc. Et tout ça, c'est disponible sur Internet. Donc encore une fois, ça fait partie de mon discours qui consiste à dire, eh bien, faites attention, ne réinventez pas la roue, il faut savoir ce qui existe, il faut savoir utiliser les ressources qui sont déjà disponibles. Je vais plus loin et j'ai presque terminé. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu de l'ordre du mythe, et puis des choses qui sont vraies. Il y a des choses qui marchent en intelligence artificielle. Et ce qui marche, par exemple, c'est tous les modèles de deep learning.
Le deep learning, c'est des réseaux de neurones. Donc, on a des réseaux de neurones simples, c'est ce qu'on appelle, on a une couche de neurones cachés. Et le deep learning, ce sont des réseaux de neurones avec plusieurs couches cachées. Et plus vous avez de couches, eh bien, vous pouvez augmenter le nombre de dimensions que vous pouvez considérer dans votre problème. Donc, il y a beaucoup de plateformes que vous connaissez bien, Facebook, Google Photos, Twitter, Siri et tout ça, qui utilisent des méthodes de deep learning avec des réseaux de neurones étendus pour faire essentiellement de la reconnaissance, de la classification. Donc, encore une fois, si votre application a besoin de ce genre de choses, eh bien, ne réinventez pas la roue. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et quel que soit le langage avec lequel vous allez programmer, eh bien, si vous faites du Python, scikit-learn, si vous faites du Python et puis du C ou du Java, vous avez Google TensorFlow, vous avez plein de packages qui vous permettent de faire ce genre de choses. Un des avantages, c'est qu'il y en a beaucoup, mais ça peut être un inconvénient parce qu'il y en a tellement qu'on ne sait pas trop lequel utiliser. Alors, ces trois-là sont assez connus. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui les utilisent. Il y a de fortes chances qu'elles vont continuer à grossir et à s'améliorer dans les futures années. Donc, si vous utilisez ces plateformes-là, il y a assez peu de risques que vous deviez les abandonner ou les porter après. D'accord ? Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation. J'ai vraiment voulu aller un petit peu au-delà des présentations qu'on fait d'habitude sur l'Internet des objets, qui restent un petit peu dans le superficiel. Bon, là, j'ai essayé de montrer un petit peu quels sont les enjeux et les technologies importantes. J'espère que vous avez appris des choses. Oui, énormément, hein, Ça professeur. vous a permis de prendre cet écosystème. Voilà, Merci écoutez, je suis très content. Je vois dans les beaucoup, professeur. conversations Je que pense beaucoup que de personnes sont la intéressées. présentation est tellement pédagogique, comme je l'ai dit tantôt, et apporte beaucoup d'informations, que ce soit dans la théorie et la pratique, et même les perspectives que vous avez données, et les conseils aussi sont très importants. Hein. Très bien, écoutez, merci. Je suis très content que ça puisse servir. Vous avez le lien sur… C'est bon, moi-même, j'ai déjà téléchargé le document. Hein. J'ai pu voilà. télécharger le document. Normalement, la session, elle a été enregistrée, donc on vous enverra aussi un lien sur l'enregistrement de la session, comme ça vous avez aussi une trace de ce que j'ai pu dire par rapport au transparent. Et s'il y a encore quelques questions, je suis disponible. Et sinon, je vous remercie d'avoir participé à c'était ce question webinaire. privée. Peut-on avoir votre mail au cas où il y a des échanges que nous pouvons faire aussi? Non, normalement, c'est dans les transparents, non? Non, dans les transparents, il y a juste votre nom et l'université affiliée, je pense. Ah, pardon. Bon, je vais tout simplement le mettre ici. Je tape. Et effectivement, n'hésitez pas si vous avez des questions. D'accord, ok, très bien, professeur. Voilà, y a-t-il des questions? Oui, moi j'ai une question. Oui. Et je me présente, je m'appelle Monsieur Sanou. Et ma question, c'est concernant les types de brokers en fait. J'ai vu qu'au niveau des brokers, vous avez parlé tantôt de Mosquito. Oui. J'ai vu également, vous avez spécifié Eve MQ. Oui. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre ces types de brokers-là? Et personnellement, quel est votre choix là-dessus? Alors, il y a effectivement plusieurs qui sont proposés. Mosquito est sans doute celui qui est le plus répandu dans le sens où il est open source. Il est basé sur un développement communautaire, facilement installable. Et donc, pour tester, pour faire des choses rapidement, c'est extrêmement bien. HiveMQ, c'est un autre broker, et il en existe d'autres, hein, je n'ai pas tout mis, il en existe d'autres. HiveMQ, c'est plus si jamais vous avez des besoins professionnels. D'accord? Ça veut dire qu'eux, ils fournissent aussi un hébergement de broker. Vous pouvez vous
payer des souscriptions, tant d'utilisateurs, tant de messages, avec de la sécurité. Enfin, voilà, c'est tout un écosystème au-dessus de MQTT qu'il vous offre. Donc, voilà à peu près ce qu'il peut y avoir de différent. Mais on peut développer aussi des choses extrêmement évoluées avec le broker de Mosquitto. Alors, si vous êtes intéressé par MQTT, demain, il y a une session à la même heure sur les web apps. Et donc, les web apps utilisent beaucoup MQTT et on a l'occasion de regarder quelques exemples et de faire quelques exercices. Ok. Ok, Merci, Corentin. N'hésitez pas à venir. Ok. Bonjour, je me présente Mamadou Diallo, FAP Manager. Donc, je voulais avoir petit éclaircissement par rapport à la distance d'émission pour le LoRa. Oui. Tout à l'heure, dans la présentation, vous avez montré qu'en zone urbaine, on peut aller jusqu'à 5 km. Oui, je voulais savoir, voilà, à peu près. Est-ce que, par exemple, si l'appareil qui émet est dans un bâtiment, est-ce qu'on va respecter réellement ces 5 mètres-là? Est-ce que l'antenne doit être à l'extérieur, sur le toit, par exemple, ou bien est-ce qu'il doit être en outdoor, quoi? Alors, en fait, lorsqu'on dit 5 km, c'est une moyenne. On a pu faire des tests dans des villes assez denses. On a pu aller jusqu'à 8 km aussi. En fait, le plus important, c'est vraiment la hauteur à laquelle se trouve la gateway. Si vous pouvez mettre la gateway à plusieurs dizaines de mètres, 50 mètres, 60 mètres, 80 mètres, vous allez très facilement avoir 2, 3, 4 km, même en zone très dense. D'accord ? Si votre gateway va se situer à 10 mètres, 15 mètres, là, peut-être que la portée ne sera que de 2 km ou 3 km. Tout dépend, en fait, tout dépend du nombre de bâtiments qu'il va y avoir. Donc, c'est extrêmement difficile réellement de dire au cas par cas. En moyenne, on constate que dans une ville, on peut avoir 5 km assez facilement. Encore une fois, si l'antenne de la passerelle est située très haut, comme c'est fait pour des réseaux d'opérateurs, par exemple. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Bien. Très bien, professeur. Je pense que écoutez, merci d'avoir participé. Et puis, je vous souhaite bonne continuation, surtout en cette période où on est un petit peu moins libre de se déplacer. Profitons-en pour apprendre de nouvelles choses. Donc, effectivement, il y a Corentin qui est intervenu. Donc, je rappelle qu'il propose un webinaire plus des applications web et mobiles. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est demain, effectivement, sur le même créneau horaire. Si Corentin, tu veux apporter des précisions. Non, tout à fait. Ouais, on va donc développer la partie applicative. Donc, Kongduk a couvert très bien, en particulier toute la partie électronique, la partie radio, un petit peu la partie aussi échange de données avec MQTT. Nous, on couvrira encore plus la partie échange de données et la partie application. Comment créer une application web, un site web interactif avec des données qui arrivent, comment on les analyse, comment on les affiche, que ce soit je vous montrerai différents exemples avec différents langages comme Python ou React, par exemple React.js, pour faire des applications graphiques. Très bien, eh bien merci. Eh bien, je vais terminer le webinaire et je vous remercie tous pour votre participation. À très bientôt, bonne continuation. Merci, au revoir. Ok, merci. Merci, au revoir.